Voilà, bonjour à tous, l'enregistrement est en cours. Nous sommes en direct des webinaires de la FRC. Maintenant, vous avez l'habitude, puisque nous en faisons 1 à 2 par semaine. Nous dit-on, il y a énormément de sujets à traiter. Et justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'abord le leader du marché de la relation client qui vient de rentrer pas plus tard qu'hier en bourse dans le CAC 40. Il a délogé d'ailleurs la société Sodexo. Bravo Téléperformance. Je pense que son fondateur, que j'ai bien connu il y a très longtemps, qui lançait une entreprise en faisant du télémarketing, doit être fier, après 40 ans, de pouvoir rentrer dans le CAC 40. Bon, bravo, parce que nous, ça nous fait plaisir de voir enfin reconnus des professionnels de la relation client dans l'économie française. Donc vraiment, je voulais le saluer. Nous allons traiter d'un sujet important, puisque en période de crise, souvent, ils sont laissés pour compte et sont les sourds et malentendants. Et nous allons justement analyser aujourd'hui ce que des solutions comme Roger Voice ont pu apporter à un professionnel comme Téléperformance pour ses clients. Donc vraiment, je voulais les remercier, je vais les saluer. Donc tout d'abord, bonjour Fanny Mantel, qui est directrice commerciale chez Roger Voice. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour aussi à Linda Emap, qui elle est chez Téléperformance directrice de compte. Bonjour Eric. Et puis bonjour Sébastien Legros, qui est lui directeur des solutions digitales sur le marché francophone chez Téléperformance. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Voilà, donc nous allons passer 3 quarts d'heure ensemble avec une série de questions-réponses. Vous le savez, vous êtes habitués maintenant, les auditeurs de la FRC, vous pouvez poser vos questions en live, surtout que ça donne un peu plus de dynamisme puisque ça permet justement de rebondir sur un sujet qui vient d'être traité. Donc n'hésitez pas, la parole est à vous. Vous pouvez écrire donc des questions sur votre écran et on les prendra au fil de l'eau. C'est enregistré, comme je vous le disais, donc pour ceux qui n'ont pas pu assister, ils pourront également réécouter l'intégralité de ce webinaire. Bien, on passe tout de suite, puis à la fin, il y aura une petite enquête aussi. On passe tout de suite la parole peut-être à Sébastien pour nous camper le décor de Téléperformance, des solutions Roger Voice et ce que vous faites justement sur cette population. Sébastien. Merci Eric. Alors peut-être en rapide introduction, Téléperformance, on est, comme vous l'avez indiqué, leader dans la relation client. Le partenariat avec Roger Voice, ça faisait déjà quelques années qu'il était opérationnel et on était déjà en partenariat pour quelques marques et dont des institutions publiques. Et là, c'est vrai que vous l'avez un peu évoqué, ce partenariat a pris d'ampleur avec la crise sanitaire qu'on a pu vivre et qu'on continue de vivre. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un retour d'expérience sur ce partenariat, comment il s'est articulé et finalement les synergies qu'on a pu en dégager. Je vais peut-être laisser la parole à Linda pour présenter rapidement Téléperformance et après Fanny pour enchaîner sur Roger Voice. Merci Sébastien. Alors une présentation très rapide de Téléperformance, qui est une société française qui a été créée il y a 42 ans maintenant par Daniel Julien, qui s'est beaucoup développée puisque nous avons une présence mondiale à présent avec plus de 300 000 salariés à travers le monde, une présence dans 80 pays et une immense fierté de partager avec vous, comme le disait Eric, notre entrée au CAC 40 qui est un vrai signe de réussite et qui est le fruit du travail de l'ensemble des collaborateurs de Téléperformance. Sur le marché francophone, une présence en France, bien évidemment, avec 13 centres, mais également en Tunisie, au Maroc, à Madagascar et au Liban, avec un portefeuille d'activités assez large, même si pendant plusieurs années, on a été très dépendant du monde des télécommunications. Aujourd'hui, on a su se diversifier et nous sommes présents sur tous les marchés. Alors très rapidement, Roger Voice, c'est beaucoup plus modeste en taille. C'est une petite start-up qui a été créée en 2014 par Olivier Janel, le fondateur, qui traite tout ce qui est téléphonie pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc on est à ce jour à 1 million d'appels traités, nous sommes une trentaine d'employés, nous avons quelques grands comptes dont Téléperformance et nous touchons actuellement 40 000 utilisateurs. Donc la question, et je vais reprendre un petit peu ce que disait Linda, la question c'était est-ce que... On a été coupé avec Fanny, on va revenir avec elle.
Je pense que c'est un petit problème de connexion. La population française. Voilà. Est-ce qu'on peut juste reprendre, Fanny, parce que ça a été coupé? Excusez-moi. Je disais que la question qui s'est très rapidement posée, et Linda va pouvoir développer avec Sébastien, c'était de se dire comment est-ce qu'on rend accessible une information par le téléphone, par un numéro gouvernemental à 10% de la population française. Il faut savoir que les sourds et les malentendants représentent 6 millions de personnes en France. Voilà. Donc nous, on va traiter tout ce qui est l'aspect téléphonie pour les sourds et les malentendants. 6 millions de personnes, je crois qu'il y a des catégories en fonction évidemment du handicap, mais c'est fou, quand on voit ce nombre, c'est incroyable. Donc évidemment que la relation client, la relation citoyenne concerne 6 millions de Français et il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, mais je pense qu'il y a encore un marché qui est très en retard. Est-ce que, je pose tout de suite la question, il y a eu une réglementation, je crois que c'était en 2018, nous c'est un sujet à la FRC qui nous a beaucoup intéressés depuis des années. Et en fait, on s'aperçoit que, alors certaines entreprises sont vertueuses, mais d'autres sont très en retard. Bon, sans parler bien sûr peut-être des PME ou des ETI qui sont peut-être plus, évidemment, qui sont plus en retard parce que l'accès à la relation client pour tous les sourds et malentendants aujourd'hui n'est pas leur priorité. Donc, où en est un petit peu l'état du marché? Alors, Eric, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des entreprises extrêmement vertueuses qui se mettent en accessibilité. Il y a des entreprises qui considèrent que cette accessibilité leur donne aussi accès à un public nouveau dont le parcours client n'a pas du tout été étudié, pensé ni capitalisé jusqu'à maintenant. Donc, c'est tout un champ nouveau à découvrir. Mais c'est vrai qu'on accuse encore un retard en France par rapport à cette législation. Qui est encore très pesant pour les usagers sourds. Une personne sur 10 en France ne peuvent pas joindre la plupart des centres de relations clientèle. Donc les choses vont plutôt en s'améliorant et vont plutôt dans le bon sens, mais tant que la personne sourde sera considérée comme une personne sourde et non pas comme un client, les choses prendront encore du retard. Là, on s'aperçoit et on l'a vu, et je vais laisser peut-être Linda ou Sébastien développer, mais on a vu que sur ce marché de crise, on était capable de se mobiliser très rapidement entre acteurs et surtout leaders du marché. Oui, pardon. Effectivement, Fanny, c'est important de le préciser puisque ce dispositif, il a été mis en place très rapidement, puisque je crois qu'on s'est contacté un vendredi soir pour que ça soit actif dès le lundi. Donc, c'est ça aussi l'enjeu du partenariat et on prenait l'image de David et Goliath et finalement, on voit bien que en se posant les bonnes questions et en ayant les bons points d'accès, on a pu très rapidement collaborer, même si on avait déjà un cadre, on se connaissait déjà, hein, mais en tous les cas, effectivement, dans cette situation de crise et de rendre, comme tu l'indiques, cette information accessible à l'ensemble de la population française, parce que c'est quand même un enjeu majeur lié aux gestes barrières et précautions sanitaires, on a réussi à le faire en 48 heures et ça, c'est à souligner. Vous pouvez juste, Sébastien, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le gouvernement français qui a appelé Téléperformance en disant, en 2 jours, vous nous mettez des solutions pour toute la population. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le numéro vert a été ouvert. On a géré une partie des flux avec nos confrères Sighted, hein, il faut aussi les mentionner. Ces appels ont été traités par 2 partenaires du gouvernement. Et c'est vite posé la question de l'accessibilité. L'accessibilité d'une manière générale. Déjà, face au gros volume d'appels, comment on peut faire et comment on peut répondre à un maximum de citoyens. Et le deuxième point, c'est, comme le dit Fanny, c'est de dire, il y a quand même tout un pan de la population qui n'avait pas le message et les guidelines officiels. Et donc, du coup, le gouvernement nous a demandé effectivement de mettre en place un dispositif accessible pour les personnes sourdes et malentendants. Donc, c'est là où on a directement activé notre partenaire Roger Voice. Tu peux nous donner un peu de chiffres? Il y a eu énormément de volume tout de suite. Bon, dans le passé, on se souvient des crises et des attentats, donc c'est des volumes, je crois, qui montent d'un seul coup. Mais c'est quoi l'ampleur un peu des volumes qu'on est à traiter sur certaines journées, je parle sous le contrôle de Linda, mais on était à plus de 200 000 appels.
Après, vraiment pour la partie sourds et malentendants, c'est vrai que là au début on se disait bon, généralement par expérience on a des petits volumes et en fait on a très vite consommé quasiment 150 heures de transcription, donc avec des interprètes en moins de 10 jours. Donc il y avait un vrai besoin, une vraie attente de la population sourde et malentendant pour avoir accès à cette information. Et donc dès que le widget a été mis en place sur le site internet du gouvernement, sur la FAQ, et ben du coup on a tout de suite eu des appels et des personnes qui avaient besoin d'être renseignées. Surtout qu'il faut rappeler, je crois que c'est, alors je sais pas si c'est Fanny qui a les chiffres, mais il y a combien d'interprètes en France? Il y en a très très peu. On a formé très peu de gens. Hein. Alors, chez Roger Weiss, on en a beaucoup par rapport au reste de la population des interprètes, mais on est sur plus de 400 interprètes diplômés en France pour 10% de la population. Alors tous n'utilisent pas interprète, c'est pour ça qu'on a 3 modes de communication pour pouvoir téléphoner par exemple au numéro du gouvernement. Je fais juste un petit focus parce que j'ai pas du tout expliqué comment ça marchait. C'est très simple, on va cliquer 2 lignes de code sur le site du gouvernement et la personne sourde aura le choix entre 3 modes de communication qui sont la langue des signes, la transcription de texte ou la langue parlée complétée. Et donc c'est l'interprète par exemple qui va juste recevoir l'appel de la personne sourde et pouvoir le mettre en relation avec le gouvernement et traduire entre le conseiller du gouvernement et la personne sourde. Donc, c'est de la téléphonie classique avec un intermédiaire. Et c'est ce dont vous parliez justement, Sébastien, c'est qu'on a, nous, découvert des volumétries d'appels qui étaient absolument exceptionnelles. Il faut savoir que c'est un public qui n'a pas du tout accès à l'information facilement par la radio, par la télévision, où il y a très, très peu d'accessibilité. Et du coup, il y a beaucoup de fake news aussi dans ce public-là parce que l'accès à l'information n'est pas direct. Donc, les personnes sourdes et malentendantes se sont vraiment saisies de cette accessibilité pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur cette crise qu'en plus tout le monde découvrait par son ampleur, par sa longueur et par les conditions aussi de travail que ça demandait et du côté de Téléperformance et du côté de Roger Weiss. Mais je vais peut-être plutôt laisser Sébastien et Linda Oui, on va justement rentrer sur cette slide. Bon, je rappelle aux auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions. On va rentrer sur cette slide un peu dans le détail de la gestion de crise, puisque là vous montrez des images sur l'attentat du Bataclan, sur des problématiques de crise sanitaire, mais aussi de crise climatique. Hein. Donc, est-ce que dans ces cas-là, comment ça se passe une gestion de crise? D'un seul coup, on ouvre les vannes et puis on met du personnel. Comment ils sont formés? Comment est-ce qu'on traite les appels? Quelles sont les directives? Enfin, c'est un dispositif qui est gigantesque à monter. Et je pense que les salariés, il faut en parler un petit peu. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment les collaborateurs sont formés? Bien sûr. Ce qui caractérise la crise, effectivement, c'est le caractère imprévisible. Il va nous demander d'être très réactif et de pouvoir ouvrir nos champs très rapidement. Du coup, ça nécessite finalement un travail en amont qui est très important, un travail important d'anticipation. On a au sein de Téléperformance une équipe de gestion de crise. Moi, en tant que directrice de pôle, j'assure l'interface avec nos clients, pour le gouvernement ou d'autres clients privés d'ailleurs. On a un interlocuteur auprès des équipes opérationnelles, un interlocuteur technique, au niveau des ressources humaines, au niveau des équipes de Sébastien également. Et tout au long de l'année, on va travailler pour enrichir nos parcours de formation, des modules à la gestion de stress, à la gestion d'appels où le caractère de détresse est important. Les équipes techniques et les équipes de Sébastien vont travailler sur la partie technologique pour nous assurer d'être toujours à la pointe de la technologie, de pouvoir proposer des moyens techniques en complément de ces moyens humains, ce qui nous permet, au moment où la crise survient, de pouvoir très rapidement mettre en place nos dispositifs. Alors, sans vous dévoiler les clauses contractuelles qu'on a avec la plupart de nos clients, à titre d'illustration, lorsqu'on est sollicité dans le cadre d'un attentat, on sait avoir des positions de travail équipées de conseillers 1 heure après l'appel. Et que cela intervienne en pleine semaine, la nuit, un jour férié. D'ailleurs, ça arrive souvent les week-ends ou la nuit. On a un pool de conseillers qui sont identifiés, qui sont experts
qui m'accompagne depuis près de 10 ans sur ces dispositifs de crise. Et en fonction de l'intensité de la crise et de la longévité, on étend les dispositifs à plusieurs centres, d'abord en France, à plusieurs géographies si c'est nécessaire. À titre d'illustration, certains dispositifs, on a pu gérer avec 1-2 conseillers, avec des volumes très très faibles. Sur d'autres dispositifs, on a été amené à activer nos 13 centres en France, voire des sites supplémentaires en Tunisie et au Maroc, et on est monté à 720 positions, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour nous permettre de répondre à l'ensemble des clients qui étaient concernés par cette typologie de crise. Oui, parce que Linda, quand on voit les volumes, là, 200 000 appels en une journée, c'est gigantesque. Donc, on comprend qu'il faut du monde. J'ai envie de vous poser une question. C'est comme on a vu d'ailleurs les prestataires se mobiliser fortement sur des solutions de télétravail en 2 jours, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées en télétravail. Est-ce que ça ne va pas être une solution aussi qui va être utilisée pour la gestion de crise? Parce qu'on se dit, en 1 heure, pour que vous soyez très vite disponible, tout de suite, on peut avoir des gens qui sont chez eux. Ça va aller encore plus vite. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je vous disais, moi, ça fait 10 ans maintenant que je mets en place et que je coordonne les dispositifs de crise. Mais cette dernière crise sanitaire, qui est toujours en cours d'ailleurs, a été exceptionnelle tant par son intensité que sa longévité, que ce qu'elle a impliqué pour les entreprises françaises. Puisque nous-mêmes, en tant qu'entreprise française, on a été impactés. On a dû suivre toutes les mesures gouvernementales, on a dû s'assurer que nos collaborateurs travaillaient dans de bonnes conditions pour garantir leur sécurité, ce qui nous a amené à très rapidement déployer des solutions de télétravail. Sur le numéro vert, je suis assez fière de dire qu'on a pu déployer 500 positions de télétravail en moins de 10 jours. Ça a été grâce à la mobilisation extraordinaire de l'ensemble de nos équipes, et ce qui nous a permis de garantir la continuité de service. Donc, très certainement, c'est quelque chose qu'on va intégrer maintenant sur nos dispositifs de crise, de manière à pouvoir être encore plus réactifs et pouvoir apporter le capacitaire requis en fonction des volumes. Donc, et Linda, je me permets de vous couper, mais on a applaudi à 20h tous les personnels soignants. Et ce que je disais toujours, c'est qu'on n'a pas, j'ai fait pas mal d'articles, on n'a pas applaudi tous les téléconseillers qui travaillent en télétravail ou dans les centres. Bon, on le fera de toute façon au Palme de la relation client le 5 octobre. On vous invite pour venir et pour les applaudir. Voilà. Tout à fait. Applaudis parce qu'ils ont réagi très vite. Alors notez bien ce numéro, il faut que les Français l'aient en tête. Absolument. Donc, alors, plus précisément sur ce dispositif de 0800 133 x 0, comme le soulignait Sébastien, on a nos confrères de Saitel qui ont ouvert la ligne, qui sont également sur le dispositif. Mais dès lors que les cas de Covid ont été confirmés en France et le premier décès malheureusement en France, les volumes ont explosé. Donc, très rapidement, le gouvernement nous a sollicité, puisqu'il sait qu'on a cette capacité à déployer un nombre important de positions de travail et qu'on a les moyens humains et technologiques qui nous permettent de le faire. Et très rapidement, s'est posé la question de l'accessibilité. Et par accessibilité, j'entends bien comment s'assurer que 100% de la population française puisse bénéficier du même niveau d'information, qu'on soit sur du digital ou qu'on soit dans une relation téléphonique d'humain à humain. Et dans ces cas-là, quand on se pose ce type de questions, j'appelle toujours mon camarade Sébastien. Donc effectivement, on a nous activé très très rapidement, et le vendredi soir à 22h, se pose très vite cette question. Donc j'appelle Sébastien pour vous dire qu'il faut absolument qu'on trouve une solution pour garantir cette accessibilité. Et de là, Sébastien a pris le relais pour, j'en suis ravie d'ailleurs, pour faire rentrer Roger Voice dans le dispositif. Oui, tu as raison, Linda. En fait, l'accessibilité, on l'a, dans notre dispositif, l'humain est au cœur, et encore plus sur des questions sanitaires où on n'a pas toutes les réponses. Et en plus, la difficulté, la spécificité d'un dispositif de gestion de crise, c'est que les guidelines évoluent très, très vite. On n'a pas les réponses à tout, on a des mises à jour qui sont très régulières et ainsi de suite. Donc finalement, nos conseils sont au cœur du dispositif. Maintenant, comment on peut les backuper et comment on peut aussi assurer cette accessibilité? Le premier dispositif qui a été activé, c'est très simplement un SVI visuel
en cas de dissuasion de l'appel, donc parce qu'on était sur des très forts volumes, on ne pouvait pas répondre à tous les citoyens. Plutôt que de dire le message habituel, nous sommes désolés, on peut pas vous répondre, rappelez plus tard. On a mis en place un SVI visuel qui proposait l'envoi d'un SMS avec un lien qui renvoyait vers la FAQ du gouvernement. Donc avec deux enjeux. Un, déjà s'assurer que l'information est disponible et diffusée au plus grand nombre, et surtout de l'information officielle. Et Fanny l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi tous ces enjeux autour des fake news et ainsi de suite. Donc vraiment de driver le citoyen vers du contenu officiel, donc cette FAQ qui était régulièrement alimentée, ainsi de suite. Ça, c'était la première pierre de l'édifice. Et très vite, s'est posé effectivement la question, et en parlant avec Fanny, le fait de dire je renvoie vers une FAQ, c'est pas suffisant pour les personnes sourdes et malentendants, parce que Fanny pourra nous l'expliquer, mais il y a quand même un taux d'illettrisme chez ces personnes, chez cette population, qui est assez fort. Et donc, du coup, on répondait pas complètement aux besoins. Donc, c'est pour ça, et ça a encore pris plus son sens, de mettre toujours de l'humain au cœur du dispositif avec les interprètes de la société Roger Voice pour justement avoir cette traduction en simultané des propos du conseiller vers la personne sourde et malentendante. Parce que du coup, on a ce double enjeu de dire il faut qu'on garantisse l'accès à l'information, mais cette information elle évolue très rapidement. Donc, c'était le meilleur moyen, grâce à la solution technologique de Roger Voice, de déployer très facilement le widget sur le site internet du gouvernement. Et après, Fanny rentrera dans le détail comment on a fait la promotion de ce widget pour que les personnes le connaissent, et surtout d'être en relation avec un interprète qui, lui, est alimenté par un conseiller qui, lui, est formé à toutes les dernières guidelines et ainsi de suite. Parce qu'on doit aller vite, et c'était le meilleur dispositif, à notre sens, pour garantir cette accessibilité. Alors Sébastien, il paraît que vous vous êtes appelé un dimanche, vous vous connaissiez avant avec Roger Voice, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, mais vous êtes appelé un dimanche. Fanny, elle a été très réactive aussi, en mode start-up, et elle a mis en place, donc elle va nous parler un petit peu plus de cette solution en quelques heures, quoi, pratiquement. C'est ça. C'est exactement ça. On l'a mis en place en quelques heures. Je pense que ça a été, il y a eu une double problématique, c'est que nous avons découvert chez Roger Voice que c'était que le marché de la crise, en tout cas de pouvoir réagir très vite auprès d'un client historique chez nous, avec qui on est ravis de travailler, de pouvoir réagir très vite avec des enjeux que nous avons découverts au fil de l'eau, et de le côté de téléperformance, des enjeux aussi de réponse auprès d'un public que eux découvraient totalement. Donc on a été complètement complémentaires par rapport à cette expertise-là de chaque côté. Je vous donne un exemple très simple pour revenir à ce que c'est que de bien donner l'information à la bonne personne. Il faut savoir que la langue des signes, c'est la première langue pour les personnes sourdes signantes, et la langue française écrite étant la seconde langue. Donc vous avez, sans parler d'illettrisme, il y a quand même une réception d'un message qui se fait beaucoup plus facilement dans sa langue maternelle que dans une seconde langue. Donc l'enjeu, il a été justement de passer cette information-là, de pouvoir former les conseillers très rapidement de téléperformance, parce que quand on vous dit vous allez avoir une personne sourde au téléphone, je comprends que ça puisse bloquer certaines personnes, mais en tout cas créer un petit frein. Et donc il a fallu justement lever tous ces freins-là très rapidement en période de crise, sachant que les directives gouvernementales et les réponses qui étaient apportées évoluent très vite. Nous, de former nos interprètes aussi en interne à ce nouveau type d'appel. Et puis, l'enjeu, ça a été de devoir aussi réguler ces appels, puisque ça répondait à un tel besoin pour les personnes sourdes qu'on a eu des taux records d'appels. Et tout comme les conseillers téléperformance, on a dû déployer en télétravail toutes nos positions d'interprètes en quelques heures avant le confinement. Donc, on a réussi à garder tous nos postes de travail, mais les interprètes ont été extrêmement sollicités, puisque le téléphone restait le seul canal pour la totalité de la population française d'information, de livraison, de gestion de vie quotidienne, etc. Donc, on a eu et les interprètes ne sont pas une masse justement exponentielle, mais au contraire une ressource limitée et précieuse et assez rare en France. Donc, la complexité, ça a été de pouvoir aligner les objectifs de téléperformance et de Roger Voice. Ça s'est fait très rapidement, et j'avoue qu'on a été vraiment bien accompagnés par Linda et Sébastien, qui connaissaient déjà ce marché de crise, en tout cas ses problématiques et ses enjeux. Et nous, on a pu
pouvoir leur apporter toute notre expertise sur ce que c'est l'usage des personnes sourdes par rapport au téléphone et par rapport au marché de crise. C'était posé la question au tout début du canal de communication à privilégier pour les personnes sourdes. Je vous donne un exemple très simple. Là, on a vu justement le signe du virus. Dans les années 80, vous vous souvenez du virus du sida qui était représenté par une boule et ses petits piquants. Les personnes sourdes, par manque d'information, pensaient que le soleil transmettait le sida et donc se mettaient de la crème solaire pour pouvoir se protéger. C'est juste pour vous montrer l'enjeu sanitaire qu'il y a à bien communiquer à 100% de la population française. Alors, les choses ont évolué, l'accessibilité a évolué évidemment depuis les années 80, et tant mieux, mais il y avait un enjeu d'urgence à bien se comprendre et à bien travailler ensemble très rapidement sur cette crise-là. Et pour nous, ça a été un total succès parce que ça a complètement boosté aussi notre solution. Ça lui a donné du sens. Ça lui a donné tout son sens parce que la téléphonie, j'avoue que c'est très très bien pour gérer le quotidien, mais quand il s'agit d'avoir de l'information sur une pandémie, on se dit qu'on travaille vraiment pour une entreprise qui a du sens dans ces cas-là et dans la bonne direction. Et la deuxième chose, c'est que on a pu vraiment répondre sur des horaires d'ouverture qui étaient extrêmement larges pour les personnes sourdes. Donc ça, on a été très très bien accompagnés par Sébastien et Linda sur ces points-là qui ont pu un petit peu nous driver. Et la clé de la réussite dans ces cas-là, ça a vraiment été de travailler en toute transparence de chaque côté, en identifiant les freins et les solutions très très rapidement. Fanny, en vous écoutant, j'ai envie de vous poser une question sur dans le passé, il me semble que, alors je sais pas si c'est Roger Voice ou les entreprises que vous avez rejointes, est-ce que vous aviez des solutions plus automatisées de type avatar pour justement montrer, discuter avec cette population de 6 millions de malentendants? Donc, on se dit que pour des masses aussi importantes, peut-être que ces solutions pouvaient aussi répondre à un certain nombre de problématiques, de questions simples, comme les bots aujourd'hui. Est-ce que vous les avez utilisées? Est-ce que vous les utiliserez demain? Les avatars, Eric, les avatars, c'est une vaste question qui se pose depuis 10 ans. Il y a beaucoup de recherches dessus. Et pour l'instant, la modélisation de la langue des signes, en fait, n'est pas tout à fait satisfaisante pour être compréhensible. Il faut savoir qu'en langue des signes, vous avez le paramètre, évidemment, des mains, mais aussi vous avez le paramètre du visage sur lequel vous lisez l'expression de la phrase. Donc, les avatars ne sont pas encore actuellement prêts pour pouvoir répondre à ces messages. Les avatars sont là sur d'autres sociétés pour envoyer des messages d'information très simples, des messages d'information dans une gare, pour situer un point d'accueil, etc. Pour répondre aux enjeux actuels de la crise, j'ai envie de dire rien de nouveau, un interprète en langue des signes qui est du coup formé et diplômé. Et pour l'instant, c'est vraiment les solutions privilégiées. Là où nous, on a une plus-value par rapport aux autres acteurs du marché, c'est qu'on est les leaders sur la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Donc la transcription de texte, en effet, se fait d'une manière automatique entre le conseiller et la personne sourde, donc vous n'avez rien d'humain derrière comme intermédiaire. Et ce qu'on a découvert surtout sur ce marché, sur ces 2 mois de confinement, c'est que des personnes âgées justement venaient de plus en plus utiliser Roger Voice avec la transcription automatique parce que ça leur permettait d'avoir de l'humain derrière, mais de sous-titrer une conversation et du coup d'avoir une accessibilité à ces conversations qui font que les personnes âgées maintenant sont évidemment encouragées à limiter au maximum leurs déplacements. Donc on s'est rendu compte, si vous voulez, que notre solution prenait aussi son sens sur c'est exactement comme la télécommande à l'époque qui était créée pour les personnes à mobilité réduite. Maintenant, tout le monde l'utilise. Donc là, on est en train de se rendre compte que grâce à ces 2 derniers mois et la manière dont on a accompagné Téléperformance et vice versa, et notre produit justement a pris tout son sens et s'est déployé sur un public beaucoup plus large qui va au-delà justement des personnes sourdes et de la langue des signes. Vous êtes en train de nous dire que vous mixez à la fois des technologies d'IA avec de la reconnaissance vocale, c'est peut-être vos technologies ou vous en trouvez sur le marché, et l'humain, rien remplacera l'humain. Tout à fait. On s'est greffé sur de l'existant pour cette technologie-là qu'on a complètement améliorée et fait évoluer pour répondre à nos critères d'exigence. On travaille actuellement avec la Fédération française des télécoms pour la partie B2C, c'est-à-dire qu'on équipe maintenant toutes les personnes sourdes et les malentendantes pour leurs appels personnels.
c'est une obligation légale. Ça veut dire que Absolument. tous ont droit à 1 heure de communication, toutes les personnes sourdes et malentendantes ont droit à 1 heure de communication par mois pour appeler leur médecin, leur famille, la maîtresse de l'école, etc. Donc nous, on s'occupe aussi de toute cette partie-là, on a ce marché-là, donc on est très vite identifié et c'est pour ça que les personnes sourdes ont autant aussi sollicité le numéro du gouvernement, c'est qu'on est déjà dans leur poche, dans leur téléphone au quotidien. Donc ça a été aussi un facteur de réussite et de confiance de la part des personnes sourdes. Ça aussi, on avait parlé à la FRC, on peut remercier les opérateurs télécoms. C'est en effet une obligation légale et ils ont accepté, je crois, de prendre en charge le coût de ces appels. 1 heure par, vous dites, 1 heure par jour? 1 heure par mois. Bon, c'est pas... Justement, la Fédération française des télécoms a doublé cette heure-là, le temps par mois, le temps de la crise. Ah, il faut le saluer. Bon, le temps passe vite, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble. J'ai envie de vous poser la question maintenant à tous les deux, et je pense qu'il en manque un troisième autour de la table, qui est le gouvernement. Quel sens vous avez donné à ce partenariat? Et bon, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce qu'il y a eu des comportements vertueux aussi chez toutes les parties prenantes, j'ai envie de dire, même chez les salariés, chez les collaborateurs, chez les interprètes? Est-ce qu'en période de crise comme ça, les gens se rassemblent? On a vu, nous, des élans de solidarité incroyables au service des Français, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des choses à nous faire remonter? Alors, déjà, ce qui est certain, c'est que cette expérience qu'on a vécue ensemble et qu'on continue à vivre, puisque c'est toujours en cours, c'est pas fini, c'est l'enrichissement mutuel. L'enrichissement mutuel entre Roger Voice et Téléperformance, puisque nous, on est experts de la relation client, on a d'abord cette géographie French Speaking Market qui continue à se développer, à se réinventer au quotidien, mais c'est aussi la puissance d'un groupe derrière qui nous fait bénéficier des meilleures technologies, des meilleures procédures, des systèmes de formation. Et cette expertise en gestion de crise, il faut savoir que pendant toute la durée de la crise de Covid-19, d'ailleurs c'est toujours le cas, Daniel Julien, qui est notre président fondateur, a organisé régulièrement des webinaires avec l'ensemble du top management de Téléperformance à travers le monde pour qu'on partage sur cette situation de crise. À côté, on a Roger Voice, qui est le leader de l'accessibilité. Alors, en dehors des dispositifs de crise, c'est vrai qu'on travaille, nous, au quotidien, sur l'expérience client, essayer de fluidifier les parcours clients. Et finalement, cette population sourde et malentendante, qui est un segment de clientèle, est très peu adressée et il y a une vraie méconnaissance du sujet. Donc, au-delà de la technologie, au-delà des traducteurs, Fanny et ses collègues nous ont aussi accompagnés pour nous dire attention, moi je pense qu'il faut essayer de vulgariser le langage, il faut essayer de faire des phrases plus courtes. Voilà, on a pu bénéficier de toute leur expertise pour nous permettre d'apporter une solution qui soit vraiment fiable, accessible. Et je pense qu'on continue à apprendre quotidiennement l'un de l'autre. C'est un véritable succès puisque aujourd'hui, c'est marqué dans le marbre. Roger Voice, c'est le partenaire qui nous accompagnera. Je ne nous souhaite pas d'avoir d'autres crises, mais malheureusement, on sait que ça peut à nouveau arriver. Et si ça devait être le cas, c'est bien Roger Voice qui nous accompagnerait sur la gestion des dispositifs. Au-delà de ça, il y a cet ADN. On a beaucoup parlé d'iTouch, d'iTech, d'intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que nous, ça fait partie de l'ADN de Téléperformance. Et au-delà de fournir des moyens humains dans nos centres d'appel, on essaie toujours d'allier la technologie pour faciliter le travail de nos collaborateurs, pour favoriser le self-care lorsque c'est nécessaire, etc. Et Roger Voice a absolument la même approche. Sébastien en parlera certainement mieux que moi, mais on se retrouve et on se complète aussi sur cette vision de la relation client ou de la relation citoyenne, comme c'est le cas actuellement. Oui, tout à fait. Sur cette partie, pardon Fanny. Non, je t'en prie. Sur cette partie, le partage des valeurs communes, ça peut être un peu générique, mais on s'est vraiment retrouvés complémentaires et vraiment, moi, la sensibilisation sur les problématiques des sourds et malentendants, ça a fait vraiment écho et sur un certain nombre de dispositifs dont
dans l'expérience client, ça prend tout son sens. Et comme le disait Fanny, on voit l'usage de la technologie par un prisme et on pourrait l'élargir à d'autres domaines. Fanny l'a cité pour les personnes âgées, et c'est ça qui est enrichissant en fait. Ça pique au vif tout de suite en disant on apporte déjà un service qui est nécessaire et qui est indispensable, mais si on tire le fil, on voit plein de choses sur lesquelles on pourrait travailler ensemble. Moi, j'ajoute très honnêtement que, comme toute personne travaillant dans une entreprise ayant une prestation à offrir, on a toujours envie de gagner, on a toujours envie de convaincre. Et là, on n'était pas du tout dans cette logique-là. On était dans une logique avec Téléperformance d'heure en heure, de jour en jour. Il n'y avait plus d'heures, il n'y avait plus de jours. D'ailleurs, on était joignables à tout moment. Et ça, c'était très bien de faire un peu tomber ces barrières qui sont assez artificielle et au contraire d'être directement dans l'honnêteté, l'efficacité, se dire voilà, moi je maîtrise tel périmètre, vous pouvez maîtriser tel autre périmètre, on aligne nos objectifs et comment est-ce qu'on peut travailler le plus rapidement ensemble pour que tout le monde soit gagnant et que l'un ne soit pas laissé pour compte par rapport à l'autre. Et j'avoue que le partenariat était vraiment gagnant-gagnant parce que il a fallu évoluer très rapidement dans des conditions qui étaient dégradées par rapport aux conditions actuelles de crise où on peut rester au bureau, on peut aller travailler sur site, etc. Et j'avoue que c'est vraiment le partenariat avec Téléperformance, c'est notre plus belle réussite ces dernières semaines, parce que non seulement on sait qu'on a satisfait vraiment en tout point un client, nous on a été boosté par Téléperformance pour pouvoir par exemple avoir des reportings journaliers de consommation, chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On les avait de manière hebdomadaire, mais parce que on n'avait pas de demande en ce sens et ça ne se justifiait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, là, heure après heure, on avait des reportings qui disaient qu'on pouvait analyser le nombre d'appels et pouvoir éviter par exemple de saturer la ligne pour les personnes entendantes parce que toutes les personnes sourdes se ruaient sur ce numéro-là. Donc on a pu avancer main dans la main avec Linda et Sébastien et gagner du temps surtout en pouvant très rapidement se parler de nos problématiques communes. Ça, c'est vraiment le souvenir que j'en garde dans ce partenariat et c'est la clé de la réussite pour moi, c'est l'honnêteté et l'agilité dont on a fait preuve tous les deux. Est-ce que vous avez un retour du gouvernement, le troisième partenaire? Est-ce que lui, il est content aussi? Est-ce qu'il améliore les choses? Est-ce qu'il est force de proposition? Il est Alors, pas. Oui, donc c'est moi qui est sur l'interface avec. Vous faites Monsieur Macron? Chers Français, chère Française. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est au rendez-vous. Alors, c'est un partenariat qui n'est pas nouveau. Hein. Nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille avec le gouvernement et qu'on nous accompagne sur des dispositifs de crise. Donc, le dispositif a été prouvé et éprouvé à plusieurs reprises. Cette fois-ci, on a encore crampé, puisque, comme je vous disais, les circonstances sont exceptionnelles, la longévité de cette crise est exceptionnelle. Et je pense que oui, on a bien répondu, et au-delà de répondre aux attentes, notre rôle en tant que. Alors moi, je dis jamais prestataire, puisque j'aime pas ce mot-là, mais parce qu'on se positionne plutôt comme un partenaire. Et notre rôle en tant que partenaire, c'est vraiment d'être force de proposition, d'anticiper sur les besoins des citoyens ou des consommateurs ou clients dans pour d'autres dispositifs. Donc, on n'attend pas non plus qu'on nous demande et qu'on ait simplement un cahier des charges qui nous dise Linda, moi je veux telle techno et ce nombre d'humains pour répondre au téléphone. C'est aussi à nous de dire voilà, moi je vois avec les reporting, on analyse les typologies d'appels, on sent qu'il y a cette typologie d'appels qui prend le pas sur les autres. Peut-être qu'il faut faire évoluer la FAQ. C'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'on fait appel à un partenaire comme Téléperformance. J'ai reçu un chat, une question là pour vous trois d'ailleurs. Téléperformance, c'est un groupe mondial, hein, on l'a rappelé tout à l'heure, avec 300 000 salariés implantés partout. Il y a 6 millions de malentendants en France pour 60 millions de population, donc à peu près 10%. Est-ce que dans les autres pays, est-ce que vous avez des expériences similaires sur est-ce que c'est les mêmes proportions? Est-ce que vous travaillez bien sûr, je pense, sur des lignes de crise avec ces populations-là dans d'autres pays? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi d'autres exemples? C'est vrai que le dispositif de crise, on a pu le gérer dans d'autres géographies.
moi, je parlerai plus particulièrement sur la région IMIA, puisque c'est la région avec laquelle je travaille au quotidien. Et c'est vrai que le dispositif qu'on a mis en place en France je vais pas dire a fait des émules, mais en tous les cas a sollicité l'intérêt de mes collègues en Europe, et il y a effectivement des discussions dans ce sens-là. Cette complémentarité, effectivement, elle a été technologie humain et aussi vraiment adresser la population sourde et malentendante a aussi été adressée. Alors, moi, je complète. C'est notre première crise. Donc, on n'en est pas encore à quelque chose d'international, mais au contraire, en effet, ça pose question sur un développement plus global. Alors, nous, sur tout ce qui est transcription de texte, nous sommes disponibles dans 200 langues. Donc, pour l'instant, ça pose aucun problème. Par contre, la langue des signes n'est pas internationale. Donc là, ça veut dire mettre en place un dispositif avec des interprètes natifs de chaque pays et ça soulève d'autres problématiques. Mais en tout cas, notre dispositif est déployable sur 200 langues en transcription écrite. On peut vous souhaiter qu'il y ait un développement de marché. Alors pour conclure, parce que le temps passe vite, il nous reste 4 minutes, est-ce que comment vous projetez un petit peu avec cette l'après-crise, hein, tout le monde nous dit que bon, il y aura peut-être une deuxième vague, on n'en sait rien, mais peut-être que ça va être terminé. On voit que la Chine, il y a des clusters qui repartent. Comment vous allez construire ensemble des dispositifs plus durables? Est-ce que la ligne d'ailleurs va continuer? Est-ce que le numéro vert il est ouvert en permanence, prêt à être réactivé? Comment vous voyez un petit peu les choses pour l'avenir et quels enseignements vous avez tirés de cette crise justement pour vous améliorer un petit peu? Enfin, si on a beaucoup de temps, mais enfin bon, on va essayer de traiter tous ces points. Alors juste pour le numéro vert, oui, il est toujours actif en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il le restera tant qu'il y aura des dispositions particulières, soit au niveau national, soit au niveau régional. Et donc les citoyens français auront besoin d'avoir une information fiable, le numéro restera actif. Et tant qu'il le sera, bien évidemment, Roger Voice continuera à nous accompagner. Au-delà de ça, je pense que dès que les conditions sanitaires le permettront, on se réunira avec Fanny, ses collègues et les miens pour partager un retour d'expérience, pour voir voilà, ce qu'on a appris, ce qu'il faut peut-être améliorer, voir comment on peut être force de proposition à l'avenir et intégrer Roger Voice à notre dispositif interne. Je vous parlais en préambule de notre équipe de veille de crise qui, tout au long de l'année, travaille de manière à pouvoir être active très rapidement. Aujourd'hui, il est certain que Roger Voice fait partie des intervenants et des parties prenantes et a vocation à intégrer ce groupe pour travailler avec nous tout au long de l'année et pas seulement lorsqu'on est activé. Tout à fait. Moi, de mon côté, si je peux rebondir, on a posé des briques très solides, les premières briques dans l'urgence. Il nous reste qu'à construire maintenant les fondations pour aller, pas les fondations, mais au contraire le châssis pour vraiment aller plus loin sur les prochaines crises. Roger Voice, c'est aussi une application, donc voilà, on peut réfléchir à comment justement avoir un détachement directement dans l'application. Mais pour terminer sur quelque chose de très positif, on a travaillé en pleine confiance avec Téléperformance et on est très fiers d'avoir développé cette application pour ces 10% de la population et très fiers d'avoir donné tout son sens à cette application avec Téléperformance. Voilà, donc quand on parle des deuxièmes lignes sur cette pandémie, je pense que nous en faisons tous partie. Bon, écoutez, le temps est terminé. Voilà, et on voit une citation que vous avez voulu nous faire partager. Hein. Pour que l'innovation ait du sens, il faut qu'il y ait un changement dans la société, dans les comportements. On espère que ça changera aussi dans les entreprises parce que c'est vrai qu'il faut qu'elles utilisent ces solutions pour répondre à cette population. 6 millions, c'est énorme en France. Donc, merci à ce beau partenariat. Merci Fanny pour Roger Voice. Merci Sébastien. Merci Linda pour le groupe Téléperformance. On vous souhaite longue vie et moi, je vous ai connu tout petit. J'étais chez SVP à l'époque. J'ai connu Daniel Julien à la création. Et aujourd'hui, 300 000 personnes, c'est incroyable en matière de service.